Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Jeudi de la semaine dernière, jeudi 10 novembre, le gouvernement a de nouveau pris la décision de confiner les volailles face au nombre croissant de grippes aviaires depuis plusieurs mois. Le risque est passé en effet de modéré à élevé, donc cela justifie la décision de confiner les élevages. Alors presque 800 000 bêtes ont été abattues cet été à titre préventif. Et si l'on considère la période du mois d'août 2021 à mai 2022, ce sont quasiment 22 millions de volailles et palmipèdes qui ont été abattus. Alors voilà, des mesures, confinement, abattage, qui peuvent interroger et on peut se demander si c'est vraiment justifié. Et c'est la question qu'on va poser à Julien Morat, qui est éleveur de canards dans les Landes et représentant du MODEF, le syndicat agricole de défense des petits et moyens exploitants familiaux. Bonjour Julien Morat. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors peut-être d'abord, si vous pouvez nous dresser un tableau de ce qui se passe dans les Landes notamment. Pour l'instant, dans les Landes, on n'a pas de cas de grippe aviaire pour cette période-ci. Par contre, on va être soumis, comme tout le monde, au confinement. Ceux qui disent mettre à l'abri les animaux, donc par confinement ou une mise sous filet, ou par corps réduit pour les galus élevés normalement en plein air sur des surfaces grandes comme 2 feuilles à 4, quoi, ou à peine plus, quoi. D'accord. Et ça, vous opposez finalement à ces obligations gouvernementales depuis les premiers changements réglementaires en 2017, on s'était opposé à ces mesures de confinement obligatoires. On avait obtenu une dérogation. Et, à quel titre vous aviez obtenu une dérogation au titre du fait que les élevages de moindre taille, n'étaient pas forcément équipés pour faire de la claustration, et deux, la qualité des produits attendus n'était pas la même que celle des élevages standards. Ouais. Donc on avait demandé à ce titre-là à avoir, pour les élevages notamment autarciques et de taille moindre, donc pour les effectifs on était à moins de 3200 canards, en présence, à les conserver dehors. Sauf que cette dérogation a été détournée. Et vu qu'il y a eu de l'abus en 2020-2021, elle a été abrogée à la suite de l'épisode précédent. D'accord. Il y a eu de l'abus, vous voulez dire, du côté des exploitants qui peut-être en ont profité pour garder un maximum leurs bêtes dehors, c'est ça ? Ouais, surtout, on va dire, des industriels qui ont pas joué le jeu. Ah oui. Et qui se sont servis de la dérogation pour en mettre et dehors et dedans, pour augmenter les volumes. D'accord. Et en fait, d'après ce que j'entends tout de suite dans votre discours, il y a une distinction à faire et qui n'est pas forcément faite par ces obligations gouvernementales entre les grandes exploitations, les exploitations industrielles et les petits et moyens exploitants que vous représentez. En fait, quand on s'installe, quand on choisit des modes de production, on fait certains choix. Pour beaucoup d'entre nous, le choix a été de faire du plein air, pour la qualité des produits, pour le bien-être des animaux, et notamment les industriels pour les logiques d'exportation ont toujours vu ça d'un mauvais œil. Donc ils ont toujours prêché eux pour la claustration, alors que tous les élevages ne se sont pas adaptés à ça. Bien sûr. Et du coup, à la suite de l'épisode de 2021, donc du coup la dérogation abrogée, tout le monde en claustration, et en fait ça finit dans le pire épisode de grippe aviaire qu'on n'ait jamais connu, avec donc aujourd'hui plus de 22 millions de bêtes abattues, alors que quasiment tout est à l'intérieur. Ah oui, c'est incroyable. Ça veut dire que finalement, alors ça montre bien, pardon, je ne veux faire aucun parallèle avec ce qui s'est passé pour les confinements humains, mais malgré tout ça montre bien que le confinement ici des volailles n'a servi absolument à rien. Le confinement massif, oui. Alors, un virus, c'est un problème immunitaire, et quand on met des animaux en état de stress, donc notamment en claustration, on les met dans un stress immunitaire très fort, et donc ils sont encore plus fragiles face au virus, et du coup ils l'attrapent beaucoup plus facilement. Oui, puis ils sont quand même dans un endroit fermé, alors j'imagine qu'il y a toutes les réglementations d'aération et tout ça, mais le virus se répand beaucoup plus facilement aussi, donc il suffit qu'il y en ait un. Il se répand beaucoup plus facilement, il mute d'autant plus facilement.
Et du coup, il devient encore plus virulent et c'est la machine qui s'emballe. Mmh. Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, moi j'avais déjà traité cette question avec d'autres éleveurs. Il s'agissait à ce moment-là de la salmonelle. Mais finalement, le questionnement reste à peu près le même. Il nous expliquait que oui, il pouvait y avoir de la poussière, enfin des bactéries de salmonelle dans son exploitation, puisque c'était une exploitation extérieure. Euh, il pouvait y en avoir dehors, mais en fait, les volailles, ces volailles étaient immunisées, puisqu'elles étaient en présence de ces bactéries, puis d'autres bactéries, tous les jours, finalement. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a tendance aussi, enfin, au niveau du gouvernement, à oublier l'immunisation naturelle de la bête. Qu'en pensez-vous? Mais en fait, à force de vouloir tout aseptiser, on finit par rendre les animaux fragiles. Hmm. Donc, il faut accepter qu'ils vivent en cohabitation avec certains germes, maladies. Oui. Donc, la problématique salmonelle est quasiment la même que pour la grippe aviaire. Hmm. On n'accepte pas que les animaux vivent dans un milieu extérieur naturellement. Et en fait, en voulant régler certains problèmes sanitaires, comme la salmonelle et la grippe aviaire, on nous dit qu'il faut les enfermer. Sauf qu'on a créé tellement d'autres que ça n'a aucun sens. Oui, bien sûr. Et finalement, comme vous le dites, vous finissez par affaiblir ces volailles Complètement. qui avaient certaines défenses en extérieur. Mais encore une fois, on revient sur cette séparation entre deux modèles ici, le modèle industriel qui s'adapte et qui même, qui, de toute façon met ces volailles en intérieur, et puis le modèle extensif qui est le vôtre, des petits et moyens exploitants familiaux. Et encore une fois, là, on voit que le gouvernement et ses obligations, qui sont aussi européennes, faut le préciser, ici suit finalement le modèle intensif et ne prend pas en compte le modèle extensif qui est pourtant celui de la qualité, et notamment la qualité française. Tout à fait. On a cédé au Comment poids vous des lobbies. expliquez? Oui. Parce qu'on a cédé au lobby, c'est tout. Hum. Tout simplement. Les lobbies veulent exporter, notamment les plus grands groupes volaillers, que ce soit de génétique, donc tout ce qui est couvoir et animaux de reproduction, et ensuite pour l'exportation vers les pays tiers, donc notamment les Émirats et ces pays-là, et certains pays d'Afrique. Et en fait, vu qu'eux, ils ont besoin de faire ce commerce-là, mais à ce seul titre-là, on se soucie plus de leur chiffre d'affaires et de leur marge que de la survie des territoires et des paysans qui vivent de ça. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on découragera un paysan, ce sera des dizaines d'emplois qui seront détruits Bien à sûr, côté. bien sûr, bien sûr. Et puis une qualité française, une production française qui est en train de disparaître peu à peu, hein. On le rappelle ici régulièrement, puisqu'on prend beaucoup la défense des agriculteurs. À ce sujet, d'ailleurs, une autre question, puisque on entend beaucoup les animalistes sur beaucoup de sujets, mais pas sur celui-ci. On les voit beaucoup sur les questions d'abattage, sur les questions, voilà, on les voit rentrer dans les domaines des agriculteurs, mais on ne les entend pas beaucoup sur les confinements obligatoires ou sur ces abattages obligatoires, alors que pour le coup, c'est une vraie bataille pour défendre des animaux. Je rappelle, hein, on l'a dit, entre 2021 et 2022, sur une étendue d'1 an, on a quand même 22 millions de volailles qui ont été abattues. Et pourquoi, à votre avis, on n'entend pas les animalistes à ce sujet? Parce que c'est un problème paradoxal. Oui, d'un côté, il y a l'abattage, mais c'est aussi le fait de laisser un modèle à bout de souffle face à ses responsabilités. Donc, bon, ce qu'il faut comprendre chez les animalistes, entre autres, c'est qu'ils ont une grosse partie de leur combat qui est aussi contre l'élevage intensif par rapport à toutes ces maladies-là, l'émergence de nouvelles maladies, de probables futures pandémies. On ne sait jamais, hein. Ça peut, des passages à l'homme sont possibles via le porc. C'est déjà arrivé avec la grippe espagnole, c'était du H5N1. Et finalement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un grand silence là-dessus, c'est que on ne sait pas par quel bout le prendre, quoi. Et si on veut sauver les animaux, mais d'un autre côté, le fait de ne rien dire, c'est aussi mettre en évidence la faillite du système, quoi.
Oui, mais sauf que là, ce ne sont pas que les élevages intensifs qui sont touchés, vous l'avez vous-même souligné. Oui, oui, Donc, tout le monde est touché de la ouais, même façon. ouais. Mais les animalistes, ils sont plutôt anti-élevage qu'autre chose. Ils mettent un peu tout le monde dans le même panier. Un peu comme avec le confinement, on met tout le monde dans le même panier pour les élevages. Oui. Oui, d'accord. Mais revenons d'ailleurs à ce sujet-là, sur une question peut-être un petit peu plus presque philosophique finalement. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fil du temps et des normes européennes qui tombent les unes après les autres, on fait finalement de moins en moins confiance à la vie et à ses défenses naturelles? C'est une preuve supplémentaire que l'humain veut tout maîtriser, alors que on ne pourra jamais tout maîtriser. Et les risques font partie de la vie. Donc, moi, je me rappelle le premier épisode de grippe aviaire, on a été touchés, comme quasiment tout le monde dans le secteur. Oui. En fait, on avait des virus hautement pathogènes, sauf que les volailles et les animaux n'avaient absolument rien. Et en fait, il y avait une immunité naturelle qui s'est installée avec le temps. Immunité qui est aussi héréditaire. Et on aurait pu laisser les animaux comme ça, mais ils n'ont jamais montré aucun symptôme. Ils étaient complètement asymptomatiques. Et vous avez fait quoi finalement alors? Ça a été les premières mesures d'abattage. Ah oui. Ensuite, il y a eu on va dire, de larges négociations et tout le monde avait pu amener les animaux au bout de leur cycle, à part quelques sacrifiés fusillés pour l'exemple. Mais l'épisode suivant, l'histoire n'a pas été la même. En fait, on n'a jamais recommencé ce système-là. Oui. De sauver des animaux en présence. Bien sûr, et puis des animaux, et puis au passage, le travail d'éleveur. Parce que abattre, ça dépend combien chacun a de volailles, mais malgré tout, 4000 volailles soudainement, enfin tout un cheptel, c'est combien d'années de travail? 1, 2 ans de travail, et puis toute la production derrière qui est annulée. Surtout, évidemment que ces maladies tombent souvent avant les fêtes, donc c'est toujours une catastrophe. Ouais, alors, en théorie, elles viennent avec l'immigration. Sauf que cette année, le virus qu'on a, il est plutôt endémique, donc en fait, qui est situé notamment pour l'instant sur la région Grand Ouest. Et en fait, c'est la faune locale sédentaire qui a été contaminée par l'épisode printanier. Donc, en fait, c'est plus l'élevage qui a mis le bazar que la faune sauvage. Ah oui, c'est intéressant ça. L'élevage et l'élevage intensif, encore une fois. Exactement, qui a contaminé la faune sauvage et faune sauvage qui aujourd'hui recontamine l'élevage. D'accord. Donc en effet, comme vous dites, il y a vraiment des conclusions à tirer de tout cela, et notamment du côté de l'élevage intensif, sauf que, et ce sera dans le sens de ma dernière question, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on est bien parti pour, en France, mieux considérer l'élevage extensif et voilà, en tout cas considérer différemment et bien reconnaître la qualité de l'extensif à côté de celle de l'intensif? Je l'espère, parce que de toute façon, on va dire la malbouffe est un facteur de stress et tant qu'on ne montera pas en gamme et augmenter la qualité des produits qu'on vend aux consommateurs, de façon plus générale, eh bien, en fait, on maintiendra un système où la sécurité, la sécurité sociale devra encore payer les coûts de cette malbouffe. Oui, c'est sûr. En fait, c'est un coût pour la société, la malbouffe. Oui, tout à fait. Il faut regarder au long terme, sauf que, comme vous le dites, les lobbies ne regardent absolument pas Non, ils regardent la dernière ligne qui reste à la fin des comptes et il n'y a que ça qui les intéresse. C'est l'immédiateté. Et malheureusement, c'est un combat d'arrière-garde et qui aujourd'hui commence à être très long. Mais est-ce que vous considérez, vous qui habitez dans les Landes tout de même, c'est une région au fort caractère, la reconnaissance culinaire, est-ce que vous avez l'impression malgré tout qu'il y a aussi des prises de conscience importantes de ce côté-là? Oui, heureusement, il y en a. Après, le problème, c'est qu'avec l'inflation, les gens ils ont de moins en moins de moyens de s'acheter, ne serait-ce qu'à manger pour certains. Oui. Donc, malheureusement, toutes les productions finalement en pâtissent d'une baisse de consommation. Des gens qui ne font plus qu'un repas par jour, ça existe, et c'est une réalité.
Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a un problème de priorité ? On a oublié qu'il fallait mettre plus d'argent peut-être dans le panier de la ménagère et un peu moins dans le téléphone portable dernier cri. Enfin, là, évidemment, je tire à gros traits. Hein, mais... C'est un peu vrai. Les trop de loisirs, trop d'abonnements, trop de ceci, trop de cela. Oui. Et en fait, on oublie l'essentiel. Oui. L'essentiel qui est en fait tout simplement le bien manger qui permet de bien vivre, comme vous l'avez dit, hein, parce que bien manger, c'est aussi la santé. Et ça, si la sécurité sociale commençait à s'y intéresser, ça pourrait être intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Julien Morat. Peut-être une dernière question sur les fêtes de Noël. Malgré tout, ça s'annonce bien pour vous ou pas ? Non, parce qu'on manque énormément de canetons. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est trop tard, mais... On a très très peu de volume par rapport à l'année dernière. On est à peu près entre 30 et 50% de ce qu'on faisait l'année dernière. Et comment vous l'expliquez ça ? Mais parce qu'on a abattu beaucoup de reproducteurs. Oui. Donc, vu qu'on n'a pas les reproducteurs, on n'a pas les œufs. Ah bah oui. Pas d'œufs, pas de canetons. Forcément. Bon, eh bien, courage en tout cas, Julien Morat, pour votre combat. Je rappelle que vous êtes représentant du MODEF, le syndicat agricole de défense des petits et moyens exploitants familiaux. Vous êtes éleveur de canards dans les Landes. Merci encore, Julien Morat. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.